Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Droit va vous parler du régime de la séparation des biens. Au Gabon, le régime de la séparation des biens est prévu à partir de l'article 368 à l'article 376. L'article 368 nous dit que la séparation des biens est le régime dans lequel chacun des époux conserve la libre administration, la jouissance et la disposition de ses biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que chacun des conjoints ou chacun des époux est propriétaire de ses biens. Il fait de ça ce qu'il en veut. Il utilise ses biens comme il veut. Il peut donner ses biens. Il peut partager ses biens de son vivant ou par testament qui sera lu après sa mort. Donc, chacun des époux fait de ses biens ce qu'il veut. C'est ça la séparation des biens. Un époux n'a pas un contrôle sur la gestion ou la jouissance des biens de l'autre. Chacun est dans son chacun, chacun s'occupe de sa vie. Alors, à quel moment on choisit la séparation des biens? Il convient d'abord de rappeler que l'article 368 nous dit que le régime de la séparation des biens est le régime légal par défaut au Gabon. Ce qui veut dire que lorsque les époux n'ont pas choisi un régime matrimonial, le droit gabonais, le code civil gabonais vous place automatiquement sous le régime de la séparation des biens. À cet effet, chers voisins et voisines, l'article 305 du code civil, première partie de la République gabonaise, dispose que les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens tel que défini aux articles 368 à 367 du présent code. Toutefois, il y aura mariage avec engagement, monogamie. Le régime matrimonial est expressément choisi par les époux lors de la célébration du mariage. Ce choix portera soit sur le régime de la communauté tel que défini au chapitre 2, soit sur le régime de la séparation des biens. Ce qui veut dire ici que lorsque vous partez à la mairie, voisins et voisines, lorsque vous partez à la mairie, le maire, l'officier d'état civil qui célèbre votre mariage doit vous poser la question sur le choix du régime. Donc, vous devez choisir le régime devant le maire, l'officier d'état civil, pendant la célébration du mariage. Si vous ne pensez pas à ça et que le maire aussi oublie, comme vous aimez la mairie du 4e arrondissement, parce que là-bas, il y a l'ambiance, le maire là-bas, il connaît. Même lui aussi, je crois, un maire adjoint, là, je crois que c'est une dame, elle connaît aussi la maman, là, une bonne danseuse. Elle sait très bien mettre la main. Quand l'ambiance va vous emporter et que vous oubliez de choisir le régime, parce que vous tous là, vous aimez la communauté des biens. Si vous oubliez de choisir le régime là-bas et qu'on ne mentionne pas dans l'acte de mariage, vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens. Attention, attention, l'article 300, l'article 232 du Code civil apporte une précision importante qu'il convient de rappeler ici. En effet, au moment de la célébration du mariage, mesdames et messieurs, le maire pose la question aux époux de savoir quelle option les époux choisissent, parce que le choix de l'option a une conséquence sur le régime matrimonial que les époux choisissent. Ça veut dire que le choix de l'option peut faire changer votre régime matrimonial. À cet effet, l'article 232 du Code civil nous dit que, en principe, le maire doit poser la question aux époux: quelle option vous avez choisi? Au Gabon, nous avons deux options. Soit c'est la monogamie, soit c'est la polygamie. Basta. Il n'y a pas une troisième option.
Donc, le maire est censé vous poser cette question au moment de la célébration du mariage ou pendant la célébration du mariage. Si le maire oublie de vous poser la question et que vous vous laissez emporter par les festivités, par l'ambiance, les chansons là, ouais, non, les chansons façon là, vous êtes maintenant en train de débouler là-bas là. L'alinéa 4 dit que en cas d'omission de l'officier d'état civil sur l'option matrimoniale choisie, les époux sont présumés, sauf preuve contraire, s'être mariés sous la forme polygamique et soumis au régime légal de la séparation des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si au moment de la célébration du mariage, le maire a oublié de vous demander l'option matrimoniale, vous n'avez pas précisé si c'est la monogamie ou la polygamie, sachez que cette omission, cet oubli de la part de l'officier d'état civil est parce que vous-même, vous n'avez pas rappelé à monsieur le maire qu'il fallait nous poser la question, on devait préciser, vous êtes marié sous l'option polygamique. Ce qui fait en sorte que automatiquement la loi, le code civil gabonais vous place sous le régime de la séparation des biens parce que dans la polygamie, il n'y a pas de communauté des biens. La polygamie au Gabon permet à un homme d'avoir plus de 4-5 femmes. Mais il ne peut pas être en communauté de biens avec 3, 4, 2 femmes. Impossible. Donc, dès l'instant où vous acceptez de vous marier sous l'option polygamique, ça veut dire que c'est automatiquement la séparation des biens. Donc, premier cas dans lequel vous êtes placé sur le régime de la séparation des biens, lorsqu'au moment de la célébration du mariage, il y a eu omission sur le choix de l'option matrimoniale. Deuxième cas dans lequel vous pouvez être placé sur le régime de la séparation des biens, lorsqu'il y a l'absence de mention dans votre acte de mariage. Parce qu'il y a des tantines qui ont les actes de mariage là. Il n'y a pas l'option. Et elles pensent qu'elles sont mariées sous le régime de la communauté des biens. Mais vous êtes même comment vous les tantines là. Lorsque c'est comme ça, tantine, lorsque l'option le régime n'est pas mentionné dans l'acte de mariage, c'est la séparation des biens. Nous avons le troisième cas. Le troisième cas, c'est au moment de la séparation de corps. Lorsque pas la séparation de corps dans laquelle, dès que le tonton te gronde un peu là, ou bien quand vous avez un petit problème, je m'en vais d'abord rester chez ma tante, je m'en vais d'abord rester chez mon oncle à Minvoul, je m'en vais rester d'abord chez ma soeur à Chibanga. Ça, c'est pas la séparation de corps. Ça peut être séparation de fait, mais c'est pas la séparation de corps. La séparation de corps, on parle de la séparation de corps qui a été prononcée par le juge. Dès lors que la séparation de corps a été prononcée par le juge, les époux sont placés sous, il y a désormais à partir du prononcé de la séparation de corps, on quitte, si vous étiez marié sous le régime si vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, dès lors que la séparation de corps a été prononcée, chers voisins et voisines, vous êtes maintenant sous le régime de la séparation des biens. Donc, séparation de corps prononcée par le juge entraîne en même temps la séparation des biens. C'est comme ça. Et ça, vous le trouvez à l'article 300 du Code civil, alinéa 3 et 4. Ensuite, nous avons le dernier cas qui est celui du changement de l'option matrimoniale. Ce qui veut dire que lorsque les époux se sont mariés, par exemple, sous l'option monogamique, et qu'après, ils décident de passer à la polygamie, donc, en même temps, vous quittez la polygamie pour la monogamie pour la polygamie, en même temps aussi, vous quittez la communauté des biens pour la séparation des biens. Parce qu'on ne peut pas être marié sous le régime, sur l'option polygamique et être en communauté des biens. Ça n'existe pas au Gabon, ça n'existe pas en droit gabonais. Donc, nous avons vu là les 4 situations dans lesquelles vous êtes automatiquement placé sous le régime de la séparation des biens. Maintenant, nous allons continuer. Alors, le régime de la séparation des biens a des avantages et des inconvénients. Pourquoi, à quel moment, lorsque les époux
enfin, les conjoints décident de se marier, comment on fait pour choisir un régime matrimonial? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous décidez de choisir soit la communauté des biens, soit la séparation des biens? Parce que tout le monde veut se marier sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, sans tenir compte de certains aspects. Mais le choix du régime ne se fait pas comme ça parce que comme ma grande sœur s'est mariée là-bas, comme ma belle-sœur a choisi ça, comme ma copine a choisi ça. Non, on tient compte de certains aspects. Donc, à quel moment vous devez choisir le régime de la séparation des biens? Lorsque l'un des conjoints ou les deux conjoints exercent une profession libérale. Profession libérale là, avocat, huissier de justice, expert comptable, médecin, commerçant. Quand vous faites les affaires, quand vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, choisissez le régime de la séparation des biens. Pour quel intérêt? Pour éviter que les créanciers, vos créanciers personnels ne viennent saisir votre patrimoine. Parce que lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, si l'un des époux a des problèmes, vu que les biens appartiennent aux deux époux, les créanciers, la loi autorise les créanciers à venir saisir le patrimoine commun des époux. Ça veut dire que si tonton Nziengi va prendre les dettes de 50 millions là-bas, il va prendre les dettes de 50 millions. Les créanciers là sont en droit de venir saisir le patrimoine commun des époux. Il est parti prendre 50 millions, on ne sait pas ce qu'il a fait avec. Peut-être il est même parti acheter les voitures à cette Chiza ou à une Chiza. Et quand le créancier veut être payé, il sait. Parce que lui-même, quand il allait prendre son crédit, il a donné comme garantie, il a dit qu'il était marié sur le revenu de la communauté des biens. Donc, lui et son époux et son épouse ont un patrimoine conséquent. Donc, c'est une garantie pour le créancier. Parfois même, il y a l'hypothèque. Ça veut dire que si je ne paye pas, tu peux saisir ma maison. Donc, la maison dans laquelle le tonton et la tantine sont en train de dormir, là, la tantine ne sait même pas que le gars est parti hypothéquer la maison. Généralement, c'est quand les tontons là meurent que on commence à venir vous donner les lettres. Les huissiers viennent venir vous signifier que ils nous devaient. Donc, cette maison-là, c'est l'hypothèque. Donc, les tantines là ne s'informent pas. Elles sont seulement assises là, comme ça. On s'informe. Donc, lorsque vous vous mariez, tantine, et que votre conjoint, votre futur mari là, il est avocat, médecin, expert comptable, commerçant, c'est un grand homme d'affaires, choisissez la séparation des biens. C'est pour protéger votre patrimoine. Ce qui fait que même lui-même, il peut se protéger. Il peut soustraire certains biens et vous faire une donation pour éviter que les créanciers ne saisissent ces biens. Parce qu'une fois que le bien sort de son patrimoine et qu'il vous fait à vous, par exemple, une donation, les créanciers ne peuvent plus venir saisir ces biens. Ils vont se contenter du peu de biens qu'il a. Voilà. Et ça peut même enrichir votre patrimoine. Premier cas. Deuxième cas, que les tantines n'aiment pas, lorsque l'un des conjoints ou chacun des conjoints a déjà des enfants, prenez la séparation des biens. Parce que la séparation des biens vous évite les problèmes au moment du partage lorsque l'un des conjoints est déjà parti. Tantine Obon vient en mariage avec 3 enfants. Tonton, comment il s'appelle? Tonton Aware vient, lui-même, il va épouser sa femme, il a déjà 4 enfants. Pendant le mariage, ils vont faire 4 enfants. Ça fait combien? Lorsque le tonton va mourir, les équations deviennent compliquées. Il faut maintenant voir c'est pourquoi, par exemple, on dit comment? Le partage de l'héritage, souvent les successions là prennent du temps chez le notaire. Parce que chacun veut...
En tout cas, ça va dans tous les sens. Donc, lorsque vous rencontrez et que vous avez déjà chacun des enfants ou bien l'un des conjoints a déjà les enfants, pour éviter les maux de tête au moment de, de, de l'ouverture de la succession, du partage, lorsque l'un des conjoints va quitter ce monde-là, pardonnez, prenez la séparation des biens. Si l'autre vous aime, même s'il achète un terrain, il peut tranquillement mettre ce terrain-là à votre nom. Donc ça tombe directement dans votre patrimoine personnel. Ça évite qu'après, ses frères et sœurs viennent dire, c'est le terrain que notre frère avait acheté, c'est la voiture que notre frère avait achetée. Même celui qui achète la voiture et que la voiture est en votre nom, c'est votre patrimoine personnel. C'est ça l'intérêt de la séparation des biens, chère Tantine. Dans la séparation des biens, il faut seulement être maligne, il faut suivre. Si le tonton dit on se met en séparation des biens, ce n'est pas un problème, il faut accepter. Dès que vous partagez un terrain, même s'il achète, chérie, mets ça en mon nom. Désormais, le bien là, c'est rentre dans ton patrimoine. Lui-même aussi, il se protège. Il achète même la voiture qu'il conduit là. Il peut même mettre ça en ton nom. Il se protège aussi lui-même. C'est ça. Ensuite, le troisième cas dans lequel vous pouvez choisir la séparation des biens, c'est lorsque l'un des conjoints a déjà un patrimoine assez conséquent. Je sais que les tantines n'aiment pas entendre ça, mais c'est important. Lorsque vous croisez un tonton qui a déjà beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup d'argent encore, laissez le tonton là prendre la séparation des biens, s'il vous plaît. C'est pour son propre bien. Même il y a des femmes aussi qui ont déjà un patrimoine conséquent avant de rencontrer un homme. Quand on a déjà un patrimoine comme ça, lourd, on prend la séparation des biens. Ça évite les calculs compliqués. Parce que rappelez-vous, dans le revenu de la communauté des biens, je crois que c'est à partir des articles 321-322, il y a des biens qui ne tombent pas dans la communauté. Et parmi les biens qui ne tombent pas dans la communauté, allez-y les articles, je crois 323, 24, 25 en descendant, il y a ce qu'on appelle les biens propres et les fonds propres. Les biens propres, ce sont les biens que les époux avaient avant le mariage. Donc tous ces biens-là restent propres. Il y a aussi les fonds propres. Votre époux avait déjà ses milliards en banque. C'est son argent. Donc, quand il utilise ces millions-là pendant le mariage et qu'il achète un nouveau terrain, une nouvelle voiture, ça ne tombe pas dans la communauté. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Ce qui veut dire que ce tonton-là, s'il avait déjà ses 40 millions en banque, tantine, et qu'il a une chisa, il peut prendre 15 millions, il va acheter une voiture, il offre la chisa. Ce n'est pas un bien commun. Parce que c'est un bien qui a été acquis en emploi des fonds propres. S'il avait sa maison avant de vous rencontrer, il vend sa maison pour acheter une autre belle maison à la Chisa. Ce n'est pas un bien commun, c'est un bien qui a été acquis en réemploi de l'argent obtenu en vendant un bien propre. Et c'est ça le problème que les titulaires ont aujourd'hui dans le mariage, parce qu'elles ne comprennent pas le fonctionnement de la communauté des biens et elles pensent que tous les biens tombent dans la communauté. Non. Donc quand quelqu'un, votre conjoint, l'un des conjoints a déjà un patrimoine assez conséquent, choisissez la séparation des biens. D'accord? Donc, si le tonton vous aime, il vous apprécie, de toute façon, si vous vous mariez, c'est qu'il vous aime. C'est simple. Il vous fait la donation. Donc, les biens qui lui appartiennent là, il va chez le notaire, il vous fait une donation et il vous donne le bien. Et le bien tombe dans votre patrimoine. Ce qui fait que lorsqu'il meurt, il décède, ses frères ne viendront pas dire que c'est le terrain de notre frère. Oui, c'était le terrain de leur frère, mais sauf que leur frère, avant de mourir, a donné le terrain à sa femme et voici les papiers qui le justifient. Une fois que vous avez le papier, ces biens-là tombent dans votre patrimoine personnel à faire classer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le régime de la communauté de biens a beaucoup d'avantages. Il a d'ailleurs plus d'avantages même que la communauté des biens. La séparation des biens a beaucoup d'avantages par rapport à la communauté des biens. Parce que la communauté des biens, là, il y a aussi les dettes là-bas qui sont compliquées. Le problème de la communauté des biens, c'est qu'à la fin, les dettes sont plus énormes même que le patrimoine. D'accord?
Maintenant, nous allons parler des inconvénients du régime de la séparation des biens. Chaque régime a ses avantages, chaque régime a ses inconvénients. Le premier inconvénient de la séparation des biens est que chacun est responsable de ses engagements. Dans la séparation des biens, les tantines qui m'allaient prendre les bons de perruques, 400 000. Les habits, 500 000. C'est mon mari qui va payer. Il n'est pas obligé de payer. Lorsque vous êtes dans la séparation des biens, même dans la communauté, ce sont des biens qui n'ont aucun intérêt pour le ménage. Il n'est pas obligé de payer. Donc, dans la séparation des biens, chacun est responsable de ses dettes. Chacun doit payer ses dettes. Ce qui veut dire que le créancier d'un conjoint marié sous le régime de la séparation des biens ne peut pas saisir les biens de l'autre conjoint parce que son débiteur serait insolvable. Insolvable, c'est lorsqu'on n'a plus l'argent pour payer ses dettes. Donc, même si votre époux ou votre femme a 15 milliards dans son compte bancaire, dès l'instant que vous êtes marié sur la séparation des biens, même si votre conjoint a 15 milliards dans son compte bancaire et que vous avez 100 000, vous devez à quelqu'un 3 millions, vous n'arrivez pas à payer. Votre créancier ne peut pas dire que, comme elle n'a que 100 000 dans son compte et que son mari a 15 milliards, on va saisir. Non, c'est la séparation des biens. Chacun gère ses tensions, chacun gère ses débordements, chacun gère ses problèmes, chacun gère ses bruits. Ton créancier reste ton créancier. Si tu es insolvable parce que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus l'argent liquide, tu n'as plus la liquidité, le créancier saisit tes biens. Il va saisir ta maison, il va saisir ta voiture. C'est comme ça. Ça, c'est aussi l'inconvénient de la séparation, c'est-à-dire que chacun paye ses dettes. Et si vous êtes insolvable, les créanciers vont saisir vos biens. L'autre inconvénient de la séparation des biens, c'est que on appelle ça comment? Il y a un enrichissement qui peut se faire pour un conjoint. C'est-à-dire que lorsque un des conjoints, comment on dit ça, est riche et que l'autre n'a pas assez de moyens, on va dire, enfin l'autre a plus de moyens que l'autre. Généralement, avec les hommes ont souvent plus de moyens que les femmes. Donc, un peut enrichir l'autre. Un peut enrichir l'autre. Et sur ça, parfois, les femmes, elles sont malignes. Elle ne travaille pas beaucoup. Elle est à sa maison, elle garde des enfants. Et puis, quand le mari, on décide d'aller acheter le terrain là-bas, elle dit, il faut mettre le terrain là à mon nom. On met à son nom. Elle n'a même pas beaucoup dépensé. Peut-être même qu'elle n'a même rien donné. Donc, c'est un régime un peu compliqué. Mais c'est un régime, on peut dire, ce n'est pas tant que une personne va s'enrichir, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui sera, on va dire quoi, lésée. Imaginons le cas des femmes. L'homme a déjà ses moyens. La femme a un petit, elle n'a pas, elle a un petit boulot, elle se débrouille. Elle fait des enfants, elle décide de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Entre-temps, l'homme lui continue à travailler. Ils sont mariés sur le régime de la séparation des biens. L'homme, comme il continue à travailler, il a déjà ses biens, il achète un terrain, il met en son nom. Il achète une voiture, c'est pour lui, c'est normal. Mais la femme, elle est à la maison parce qu'elle garde les enfants, parce qu'elle s'occupe du foyer. Mais lui, il travaille. Pendant qu'il travaille là, il se fait de l'argent, il acquiert des biens, parce que la femme, elle est dans ce sens où elle travaille pour le foyer. Mais lui, il travaille non pas pour le foyer, mais pour lui, à part sa participation aux charges du ménage. Or, si ce couple avait été marié sur le régime de la communauté des biens et que la femme, bien qu'elle reste à la maison pour s'occuper de la famille, pendant que le monsieur lui va travailler et que l'argent qu'il gagne là, il s'en sert pour acquérir certains biens, ces biens-là aussi profitent de la femme parce que c'est la
communauté des biens. Donc, cet aspect-là aussi, dans le régime de la séparation des biens, c'est un inconvénient parce que ça lèse l'un des conjoints. Donc, généralement, c'est lui qui n'a pas assez de moyens. Et il y a aussi un autre aspect dans la séparation des biens. Il y a, comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle les biens en indivision. Voilà. Il faut que je vous explique un bien en indivision. Par exemple, vous savez que même dans la séparation des biens, on peut toujours avoir, les conjoints peuvent acquérir un bien ensemble. Parce qu'il y a des biens communs acquis dans le régime de la séparation des biens. On achète un terrain ensemble, on construit la maison ensemble. À la fin, la maison là appartient à qui? La maison appartient à qui? Donc, lorsque vous êtes placé sous le régime de la séparation des biens et que vous avez acquis un bien ensemble, ce bien-là est réputé appartenir aux époux. Surtout, c'est où les biens sur lesquels aucun comment on dit ça, aucun des conjoints ne peut justifier que il est le propriétaire. On va prendre un exemple. Badinga et Obon se sont rencontrés. Ils ont d'abord vécu pendant 2 ans ensemble. Ensuite, ils se sont fiancés. Pendant leur fiançailles qui ont duré 7 ans, ils ont cotisé, ils ont acquis un terrain ensemble. Sauf que pour acheter ce terrain-là, lui, il a donné 1,5 million. Elle donne seulement 200 000. Ils ont fait les papiers. On ne sait pas le nom de qui. En fait, on a mis le nom de l'homme. Donc, vu que c'est lui qui donne beaucoup l'argent, elle a seulement complété 200 000. Donc, sur le titre d'achat, on met le nom de l'homme. Mais on n'a pas encore il n'y a pas encore le titre foncier du terrain. Et les époux décident maintenant enfin les conjoints, même pas les conjoints, les concubins, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils décident de construire sur ce terrain. Au moment de la construction du terrain, de la maison, à ce moment-là maintenant, c'est l'homme qui a déjà perdu son emploi. Donc c'est la femme maintenant qui, par la grâce de Dieu, elle a pu avoir un bon boulot. Donc c'est elle qui va beaucoup financer les dépenses sur la maison. Donc, pour l'achat du terrain, c'est l'homme qui a donné une somme assez conséquente. Pour la construction de la maison, c'est la femme qui a beaucoup contribué. Maintenant, au moment maintenant de la séparation, la question qui se pose est de savoir le bien là, il appartient à qui? C'est à ce moment-là que l'article 370, alinéa 3 dit que lorsqu'on a un bien sur lequel aucun des conjoints n'arrive à prouver qu'il a la propriété exclusive du bien, le Code civil dit que ce bien-là est réputé appartenir aux époux. Et ça, le droit appelle ça la présomption légale en faveur de l'indivision. Ça veut dire que le bien-là appartient aux deux époux. Maintenant, celui qui prétend être le propriétaire du bien doit apporter la preuve qui se fait par tout moyen. Ça là, c'est écrit à l'article 370 alinéa 1. Ça veut dire que dans ce cas de figure, celui qui dit que c'est moi le propriétaire de la maison, il nous apporte les preuves. Celui qui dit que c'est moi le propriétaire du terrain, il nous apporte les preuves. Dans ce cas de figure, c'est souvent facile parce qu'on dit que le propriétaire du terrain est le propriétaire de la maison. Donc, au moment de l'achat d'un terrain, les tantines ouvrent les oreilles. Au moment quand vous êtes en séparation des biens, au moment de l'achat d'un terrain, article numéro 1, ne laissez pas le tonton aller acheter le terrain là, ne lui donnez pas l'argent. Chérie, donne-moi l'argent, demain j'irai rencontrer le papa qui va nous vendre le terrain. Hé, arrêtez-moi ça. Vous donnez l'argent, le matin, vous partez avec lui.
Vous savez pourquoi? Vous n'avez aucun doute sur le fait que il va donner l'argent du terrain. Ça, c'est pas notre affaire. Ce qui nous intéresse, c'est que votre présence est nécessaire parce que le papa qui va vous vendre le terrain va rédiger un acte de vente. Et dans cet acte-là, tantine, il faut que ton nom figure en plus du nom du tonton. Parce qu'il y a des tontons, s'il va seul, il mettra seulement son nom. Il ne mettra pas ton nom. D'accord? Soyez vigilante. 2023, c'est l'année de la vigilance. Il n'y a plus de... Dans le mariage, c'est la confiance. C'est une nouvelle confiance. Tu es la première à avoir fait confiance à un homme. Faut te lever tranquillement. Tu accompagnes le tonton là, le jour qui va acheter le terrain, d'accord? Donc, si, dans ce cas de figure, si c'est seulement le nom de tonton qui figure sur l'acte d'achat, ça veut dire que il va entamer une procédure pour l'acquisition du titre foncier. Et dans cette en droit foncier, je crois que c'est ça, en droit des biens, en droit foncier, le fait de commencer à, à faire les formalités pour acquérir un titre foncier, ce sont des preuves dont sur lesquelles le juge peut se baser pour dire qu'effectivement ce terrain-là appartient à tel. Comme le terrain est présumé appartenir à tel, par conséquent, la maison qui est sur ce terrain-là appartient au propriétaire du terrain. C'est pourquoi vous, les tantines, là, vous êtes toujours dans l'étonnement, dans les surprises. Quand on vient vous dire que la maison ne vous appartient pas. Mais moi, j'ai construit, tantine, la maison appartient peut-être du terrain. Donc, soyez vigilante. Dans la communauté des biens, ne cherchez même pas à savoir se montrer comment les biens appartiennent aux deux époux. Soyez seulement vigilante sur l'argent qui est utilisé pour acquérir un bien. Quand vous avez un tonton qui a déjà les moyens ou une tantine qui a déjà les moyens, si elle va acheter un bien, il faut que vous sachiez quels sont les fonds qui ont été utilisés. Si ce sont les fonds propres, ce n'est pas un bien commun. Si ce sont les fonds communs, c'est un bien qui tombe dans l'actif de la communauté. Voilà. Donc, je pense que sur ce point, nous avons fait un peu le tour de la question. Seulement, nous allons maintenant finir avec la succession. C'est important. Dans le régime de la séparation des biens, nous avons dit ceci. Nous dit l'article 368 qui commence à parler de la séparation des biens, que chacun des époux a la libre administration, la libre jouissance et la libre disposition de ses biens. Donc, disposition, là veut dire que dans la séparation des biens, je fais de mes biens ce que je veux. Je donne mes biens à qui je veux. Donc, chère tantine, lorsque vous êtes marié sur le régime de la communauté des biens, sachez que votre époux peut donner ses biens de son vivant à qui il veut. Il peut vous exclure. Il peut rédiger un testament et ne pas mettre vos noms et ne rien vous laisser. C'est normal. La seule condition qui peut faire que vous puissiez avoir un quart de la masse sur les biens de votre conjoint, c'est lorsque ce dernier n'a pas rédigé un testament. Donc, en l'absence du testament, la dévolution légale prend le relais pour repartir l'héritage. C'est ça qu'on ne fait qu'expliquer dans plusieurs vidéos que j'ai déjà faites où on parle de un cas pour le conjoint survivant, un cas pour les enfants, un cas pour les parents et le dernier cas pour la dévolution familiale. Donc, dans la séparation des biens, votre conjoint peut rédiger un testament et écrire noir sur blanc qu'il laisse ses biens à tous ses enfants. Point. Son testament s'arrête là. Il ne vous mentionne pas. Il ne viole aucun article du Code civil. S'il vous exclut de sa succession, il ne viole aucun article du Code civil. Donc, priez pour qu'il ne fasse pas un testament. Parce que c'est ça l'inconvénient du testament aussi. L'inconvénient du testament, c'est que le propriétaire des biens choisit à qui il laisse ses biens. Donc, il peut vous exclure, vous les tantines là.
le tonton peut vous exclure de sa succession. Ça, c'est l'inconvénient du testament pour vous. Or, l'avantage de la dévolution légale, c'est qu'en l'absence du testament, la loi vous donne un quart de la masse successorale de votre conjoint, du défunt, en usufruit. Donc, en réalité, l'absence de testament est un avantage pour le conjoint survivant. Sauf si il fait un testament et qu'il vous aimait beaucoup, il vous met là-dedans. Parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a saisi pour dire que son époux aurait laissé les biens à ses enfants. Mais il s'agit de quels enfants? Il s'agit des enfants que le monsieur a, il a eu 2 enfants avant le mariage et pendant le mariage, il a eu un enfant avec la dame et il a eu 3 enfants hors mariage. Donc le monsieur a rédigé le testament. Dans son testament là, c'était le testament le plus simple au monde. Il a dit qu'il laisse tous ses biens seulement à ses enfants et rien qu'à ses enfants. Fin du testament. Donc la tantine s'est fâchée. Mais j'ai vécu avec lui 20 ans, il ne m'a pas aimé, c'est un sorcier. Hé, tantine, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a aucune sorcellerie. Le testament, c'est la volonté de l'auteur. Il laisse ses biens à qui il veut. Ton enfant là, l'enfant unique que vous avez eu là est dans le testament, il aura sa part. Tu vas hériter de ça. Mais en même temps aussi, le testament vient protéger les héritiers du FC sorcier, FC Hivou. Donc ceux qui viennent perturber les héritiers là, quand le défunt lui-même prend la peine de rédiger un testament, il repartit ses biens, les gens ne peuvent plus venir s'opposer. D'accord? Donc, dans la séparation des biens, quand le monsieur part, les biens sont déjà divisés. On n'a pas besoin de saisir le juge pour une liquidation, sauf si pendant le mariage, il y a eu un bien que les époux ont acquis ensemble. À ce moment, le conjoint suivant peut saisir le juge pour dire que bien que mon époux et moi étions mariés sous le régime de la séparation des biens, nous avons acquis tel bien ensemble et donc j'aimerais que on le liquide et que la part de chacun soit établie avant que ce bien-là le rentre dans son patrimoine personnel. Sinon, en cas de décès de l'un des conjoints, l'autre conjoint n'a pas à aller se mêler de ce qui ne te regarde pas. Sauf si il n'y a pas eu testament, à ce moment-là, elle peut revendiquer un cas qui lui revient en usufruit. Donc, si vous avez des questions, ne vous dérangez pas. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Il suffit de les laisser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo.